Les Congolais ont du mal à se nourrir. Vous constatez partout qu'il y a des grèves. Le pouvoir d'achat ne fait que regresser. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un impact positif. Pour preuve, le taux d'inflation est passé à 4,3%. Alors, comment pourrons-nous parler d'un impact positif? Il n'y a pas d'impact positif. Tout ça, ce n'est qu'une façon encore de tromper la population en vue des élections présidentielles de 2026. Mais le peuple congolais, la population congolaise, la jeunesse congolaise est suffisamment avertie aujourd'hui au point de ne plus se laisser tromper par ces discours de politiciens. Mais nous pouvons rassurer au président de la République que ces menaces de guerre ne passent plus avec la génération actuelle. De l'année de la jeunesse avec 100 000 emplois, malheureusement, l'année 2024, comme vous le savez, touche à sa fin sans avoir donc créé l'emploi promis aux jeunes Congolais. Si ce n'est le recrutement des enfants des dignitaires du pouvoir dans l'armée pour préparer la répression. Oui, la répression systématique. L'intention a été dévoilée lors de son message à la nation du 28 novembre 2024 à l'occasion de la célébration de la fête de la République. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de ce discours avant de faire réagir notre invité Cédric Castellan-Ballot. Suivez. Sans remuer le couteau dans les plaies de l'histoire, l'on peut se permettre de rappeler que durant la décennie 1990-2000, des violences politiques ont conduit à la disparition de nombreux compatriotes. La désolation était partout présente. Bonjour Castellan-Ballot, comment vous allez? Bonjour, Monsieur Christian Perrin. En tout cas, nous allons bien. Au rythme du pays, on s'efforce d'être en bonne santé. C'est déjà une très bonne chose si on peut tenir déjà, malgré la crise multidimensionnelle qui sévit au Congo-Brazzaville. En tout cas, merci d'être avec nous sur R7. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur votre média R7. Commencez par les petits gestes de soutien. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview. À la fin, vous nous direz ce que vous pensez des sujets que nous allons aborder avec Cédric Castellan-Ballot. Cédric, vous venez de suivre avec moi cet extrait du discours où Denis Sassou Nguesso voudrait qu'on rappelle aux jeunes les événements tragiques, douloureux des années 2000. Quels commentaires vous inspirent ce discours? D'abord, de manière générale, vous avez suivi tout le discours et après on reviendra sur évidemment cet extrait, hein, on va circonscrire le discours. D'abord, de manière globale, que vous inspire le discours du 28 novembre 2024? Oui, merci beaucoup, Monsieur Christian Perrin. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur votre plateau. Vous savez, Monsieur Christian Perrin, un président de la République, c'est celui-là qui rassure. Un président de la République, c'est celui qui vient pour redonner la force à la population dans des moments difficiles. Un président de la République, c'est celui-là qui sait se mettre aux côtés de la population qu'il dirige. Un président de la République, ce n'est pas celui qui intimide. Mais le discours sur l'état de la nation du 28 novembre 2024, nous avons vu un président de la République qui menace, comme vous avez su le dire. Et il a insisté sur sa menace. Il a commencé son allocution par une menace. Il a clôturé son allocution par une menace, avec des adages. Alors, lorsque vous me demandez ce que je pense de façon générale sur le discours du président de la République, mais c'est du déjà entendu. Il n'y a rien de nouveau qui s'est
glissé dans le discours du président de la République, à part ses menaces, à part ses adages. Et donc, déjà dans les propos du président de la République, nous ne nous attendons à rien. La population congolaise ne s'attend à rien parce que c'est du déjà vu. Je l'ai dit il y a peu, lors d'une interview avec vous, que la parole du président de la République ne rassure plus. Elle a perdu toute sa crédibilité. Et donc, lorsqu'il prend la parole pour prononcer son discours sur l'état de la nation, déjà, nous ne nous sentons pas concernés. La population congolaise ne se sent pas concernée. Est-ce qu'on peut, dans le même temps, parler d'un aveu d'échec ou d'impuissance, le fait de brandir la menace à la place de rassurer, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que quelqu'un qui brandit la menace veut dire qu'il n'a plus d'argument pour rassurer, pour se défendre, pour une justification donnée, ben, il passe par des menaces. Mais encore, quelles menaces, pas les moindres, d'embraser carrément le Congo-Brazzaville, parce que lorsqu'on demande qu'il faut rappeler à la jeunesse les drames qui ont eu lieu dans les années 2000, tout le monde sait de quoi s'agit-il. C'était des affrontements armés, c'était le coup d'État militaire, c'était la violence inouïe. Et lorsqu'on le rappelle à la jeunesse, c'est une menace. Ça veut dire qu'on ne peut plus rassurer. Oui, effectivement, c'est un aveu d'échec. Parce que sur toutes les promesses que le président de la République a eu à faire à la population congolaise et à la jeunesse congolaise aussi, rien n'a été accompli. Mais ces menaces dont fait preuve le président de la République, il nous rappelle les différentes guerres. Il est parti des années 90 jusqu'aux années 2000. C'est pour dire qu'il nous présente là les différentes guerres que nous avons connues, des guerres civiles, parce que le Congo n'a jamais affronté un autre État. C'est toujours un affrontement entre une population et une autre, entre un belligérant congolais et un autre belligérant congolais. Et le président de la République qui nous rappelle ces différentes guerres que nous avons connues ici, que nous avons qualifiées de bêtises humaines, il n'est pas étranger à ces différentes guerres. Il fait partie intégrante de toutes les guerres qu'il a eu à présenter. Et quand il nous brandit cette menace, c'est pour dire ceci. Peu importe ce qu'il peut faire, de bien comme en mal, il va rester là. Et si nous, peuple congolais, nous nous obstinons à vouloir tourner la page Denis Sassou Nguesso, eh bien, nous allons replonger dans cette guerre. Mais nous pouvons rassurer au président de la République que ces menaces de guerre ne passent plus avec la génération actuelle. Oui, hier, le Congo s'est embrasé dans différentes guerres. Des guerres, lorsqu'on regarde, avec une connotation ethnique. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, dans les 12 départements, est un. Et nous ne pouvons plus accepter de replonger dans ces différentes guerres que nous avons qualifiées bêtises humaines, dans ces guerres fratricides. Nous ne pouvons plus les tolérer dans notre pays. Le peuple congolais a pris conscience. Le peuple congolais a compris que lorsqu'on nous entraîne dans ces différentes guerres, ces guerres ne profitent pas à la population congolaise. Elles profitent simplement à la famille politique de celui qui devient homme fort du pays, profitent encore beaucoup plus à sa famille biologique et à ses amis. Donc, en un mot, à son entourage. Et le peuple congolais, aujourd'hui, qui voudrait d'une redistribution répartie des richesses congolaises, n'acceptera plus que nous puissions replonger dans ce qu'on appelait la bêtise humaine. Donc, le président de la République et ces menaces n'ont pas leur place ici au Congo. Voilà, alors c'est Nelson Mandela qui rappelait que c'est toujours l'oppresseur qui définit le mode de combat. Si jamais l'oppresseur passe à la violence, évidemment, l'oppressé sera bien obligé d'adopter le même mode de combat. Est-ce qu'on peut penser également que c'est fort de son article 96 qu'il se permet une certaine liberté, il faut le dire comme ça, de menacer tout un peuple? Parce qu'il se dit, bah écoutez, après voilà mes fonctions, je ne pourrai pas être poursuivi pour mes crimes, voilà, que ce soit des crimes de sang, crimes économiques. C'est ce que nous dit en fait l'article 96. Oui, Monsieur Christian Perrin, vous avez touché le fond. Vous avez touché le fond. Vous voyez, la Constitution de 2015 a été taillée sur mesure, pas pour protéger la population, pas pour profiter à la population, mais c'était pour protéger un seul homme, Denis Sassou Nguesso.
où il a fallu prolonger ses mandats parce qu'il n'avait plus la possibilité de se présenter rattrapé par l'âge, rattrapé par le nombre de mandats. Il fallait donc tailler une constitution sur mesure. Il fallait aussi qu'il se protège parce qu'il y a quand même des dossiers assez lourds qui pèsent sur la personne du président Denis Sassou Nguesso. Et donc, il fallait trouver une formule pour protéger le président Denis Sassou Nguesso. Et c'est justement cet article dont vous faites allusion, où le président de la République ne peut être poursuivi après son mandat pour des crimes ou délits qu'il aurait commis pendant son mandat. Alors, Cédric Castellan-Balou, je rappelle tout de même à nos téléspectateurs, ceux qui vous découvrent bien sûr aujourd'hui, parce que la plupart de nos téléspectateurs vous connaissent déjà, que vous êtes président de la Commission nationale préparatoire du Congrès du Parti du Peuple. Et à courant cette interview, nous allons aussi comprendre comment, pourquoi, désormais, au Parti du Peuple. Mais alors, parlons d'abord de l'emploi. L'emploi, puisque la plupart des discours qui ont suivi, hein, il faut le dire comme ça, après que le porte-parole du gouvernement ait finalement fait marche arrière pour dire que l'année de la jeunesse, c'est 2024, 2025, 2026. Tous les discours qui ont suivi ont fait état de la création tout de même de quelques milliers d'emplois, c'est ce qu'on entend dire. Est-ce que vous qui êtes sur place, vous avez des échos là-dessus, que les jeunes sont recrutés, les jeunes ont de l'emploi, on est en train de... Voilà, il y a des emplois qui ont été créés, voilà. Vous êtes aussi ce jeune qui a incarné à un moment donné le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Est-ce que vous avez ces informations? Bon, mais Monsieur Christian Perin, par rapport au joli tableau que nous a peint le président de la République, on devrait quand même sentir des changements. On devrait quand même voir les choses bouger dans notre pays en ce qui concerne le chômage de la jeunesse congolaise. Bon, mais nous allons essayer de replonger justement dans le discours du président de la République. Il nous a présenté en ce qui concerne l'année de la jeunesse parce qu'ils avaient promis la création de 100 000 emplois. Nous, hier, lorsque nous étions CJCD, nous avions dit que ce n'était que du mensonge. Et ils nous ont démontré qu'ils mettraient à la disposition de la jeunesse congolaise ces 100 000 emplois. Et donc, face à leur échec, où ils sont venus où ils ont eu à faire ce mea culpa, pour dire que l'année de la jeunesse ne se limitera pas qu'à 2025, à 2024, elle va s'étendre à 2025 jusqu'en 2026. Ça, c'est déjà un aveu d'échec. Et face à toutes ces allégations, face à cette remontée de colère de la jeunesse congolaise, il a fallu que le président de la République, lors de son discours, vienne pour essayer d'apaiser une fois de plus la température déjà haute de la jeunesse congolaise. Et donc, il fallait présenter un certain nombre de réalisations en ce qui concerne les emplois des jeunes. Et qu'est-ce qu'a dit le président en parlant du FIGA? Il dit ceci: je n'invente pas, je suis dans son texte parce que je me suis permis de relever un certain nombre d'éléments qui ont frappé, qui ont secoué ma tête. Il dit que 7097 jeunes, en ce qui concerne le FIGA, 7097 jeunes formés à l'élaboration des plans d'affaires. Pour dire clair, ils ont formé 7000 jeunes qui peuvent concevoir leur projet et budgétiser leur projet. Voilà, le plan d'affaires. Mais sur ces 7097 jeunes, il y a eu 2973 jeunes qui ont bénéficié des accompagnements du FIGA, c'est-à-dire les financements. Où sont ces 2973 jeunes? Parce que nous, on n'a pas d'écho. Vous savez, en ce qui concerne 2973 jeunes accompagnés financièrement, cela revient à dire que ce sont des jeunes qui ont des projets. À chacun des jeunes, si nous prenons seulement un minimum de 3 jeunes qu'ils recruteraient afin qu'ils travaillent ensemble avec eux, on se retrouverait quand même autour d'environ 6000 emplois créés. Ça devait quand même se ressentir dans notre pays. Mais nous n'avons aucun écho dans ce sens-là. Le président de la République dit encore ceci: 20 000 jeunes dans le département du Poul ont été formés et accompagnés. 10 000 ex-combattants et 10 000 jeunes riverains. Mais quels ont été les critères de sélection de ces jeunes-là? Dans le Poul, ils ont été formés où? Est-ce qu'il y a des écoles de formation avec le matériel qu'il faut? Parce que quand on parle de la formation, elle n'est pas que théorique.
La formation doit être associée à la pratique et ces formations devraient se faire dans les centres de formation. C'est pourquoi nous, au Parti du Peuple, nous proposons la construction des structures avec le matériel qu'il faut pour la formation. Parce que la formation, dès lors, doit être associée, la théorie doit être associée à la pratique pour que, une fois qu'ils sortiront de leur formation, qu'ils soient prêts réellement à s'investir sur le terrain. Alors, où sont ces centres de formation dans le pool? Il n'y en a pas. Déjà que les écoles, on les compte en dents de scie parce que, avec les différents événements que nous avons connus dans le pool, ces écoles ont été détruites. Le président de la République nous parle encore de 687 jeunes formés dans les métiers de la maçonnerie, plomberie, bois et restauration à Enyele, Betou, Dongu et Ifondo dans la Likwala. Mais ils ont été formés dans quel centre? C'est le même problème que nous sommes en train d'évoquer là. Parce que nous n'avons pas de centre de formation avec le matériel qu'il faut pour la formation de ces jeunes. Alors, ces jeunes ont été formés où? Le Parti du Peuple est implanté juste dans le département de la Likwala. Et donc, nous avons demandé aux représentants du Parti du Peuple qui se trouvent dans la Likwala d'aller à la recherche de l'information. Les retours ont été très négatifs parce qu'ils n'ont pas eu vent de ces différentes formations. Alors, le président de la République, d'où sort-il ce genre d'informations? Mais nous ne nous arrêtons pas là. Le président de la République, toujours dans le cadre de la création d'emplois, parce que quand on essaie de faire la sommation, nous ne prenons même pas des employés, mais nous prenons seulement ceux que lui, il a eu à accompagner avec cet organe qui est le FIGA. Il a parlé de 2973 jeunes. Il a parlé de 20 000 jeunes qui ont été accompagnés dans le monde professionnel. Quand on fait la sommation de 10 000 et des 20 000 et des 2 973, on se retrouve déjà à 22 973 jeunes qui ont bénéficié d'une insertion dans le monde professionnel. Il parle encore de 687 jeunes qui ont été formés. Bon, ça, je l'ai dit, ça, c'est une formation. Ils n'ont pas été intégrés dans le monde professionnel. Il parle encore de 405 jeunes. 405 jeunes qui ont été formés dans les métiers de la maintenance industrielle, numérique, hôtellerie, restauration, avec un taux d'insertion de 70%. Un taux d'insertion de 70% veut dire quoi? Nous allons le dire clairement, parce que nos autorités ont ces mauvaises manières. Quand ils veulent masquer l'information, ils utilisent le gros français. Nous, on va le dire clairement. 405 jeunes avec un taux d'insertion de 70% voudrait dire que dans les 405 jeunes, 284 jeunes ont été insérés dans le monde professionnel. Mais ils sont où, ces 285 jeunes? Dans quel département ont-ils été insérés? Alors, Cédric Castellan-Balou, alors si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire finalement que c'est un monde imaginaire que Denis Sassou Nguesso a tenté de vendre aux Congolais, se croyant toujours au vieux temps où on pouvait venir faire avaler des couleuvres aux Congolais, fort de ce qu'on contrôlait encore les médias. Parce que lorsque vous dites plus de 22 000 jeunes Congolais ont déjà bénéficié de l'accompagnement du FIGA sur le terrain, il devait avoir déjà un impact positif, notamment sur l'économie. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain, vous qui êtes sur place? Bon, mais sur le terrain, l'économie congolaise ne fait que chuter. Il n'y a pas d'impact positif. Les Congolais ont du mal à se nourrir. Vous constatez partout qu'il y a des grèves. Le pouvoir d'achat ne fait que regresser. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un impact positif. Pour preuve, le taux d'inflation est passé à 4,3%. Alors, comment pourrons-nous parler d'un impact positif? Il n'y a pas d'impact positif. Tout ça, ce n'est qu'une façon encore de tromper la population en vue des élections présidentielles de 2026. Mais le peuple congolais, la population congolaise, la jeunesse congolaise est suffisamment avertie aujourd'hui au point de ne plus se laisser tromper par ces discours de politiciens. Voilà, alors, puisque nous parlons déjà de l'impact sur le terrain, vous avez dit la misère est accrue, la précarité est là, elle est absolue. Les Congolais sont dans une, j'allais dire, situation sociale très, très précaire. Alors, nous avons évidemment suivi c'était le compte rendu
du Conseil des ministres où on a parlé du relèvement du SMIC au Congo-Brazzaville qui doit normalement connaître une augmentation d'ici au 1er janvier 2025. Il va passer donc à 70 500 francs CFA. Au moment où nous parlons, il est encore à 50 400 francs CFA. Est-ce que avec 70 500 francs CFA, tel que vous êtes en train de le dire, le coût de la vie ne fait que galoper, rien n'a changé, la misère elle est perceptible. Est-ce que 70 500 francs CFA, un Congolais peut s'en sortir? Je parle bien d'un fonctionnaire. Bon, Monsieur Christian Perrin, vous savez, nous avons des acteurs politiques, nous avons des autorités congolaises qui n'ont aucun amour pour leur peuple. Ils ne se soucient pas de leur peuple. Quand vous parlez du SMIC qui est jusqu'aujourd'hui, parce que les 70 400 ne sont pas encore d'actualité, nous sommes encore dans les 50 400. Avec 50 400, que peut faire un Congolais? Tout coûte cher. Les denrées alimentaires coûtent cher parce que nous-mêmes, nous ne produisons rien, nous importons tout ce que nous consommons ici. Avec 50 400 francs, que peut faire un Congolais? Nous savons qu'une famille congolaise, par ménage, c'est plus ou moins 5 personnes. Vous avez besoin de vous nourrir, alors que les denrées alimentaires coûtent cher. Il faut se loger. Le loyer coûte assez cher parce que pour une famille au moins de 5 personnes, minimum, il faut une maison de 2 chambres salon. Et là, on est déjà autour de 35 à 40 000. Et là encore, tout dépend du quartier. Lorsque vous associez à cela le déplacement, il faudrait que ces familles se déplacent. Rien que le père, pour aller travailler, il doit se déplacer. Il paye le transport. Ne parlons pas du transport en commun, le bus. Prenons par exemple un taxi. Le prix du taxi est variable. Tout dépend de la distance. Pour les petites distances, ça a 1000 francs. Pour les grandes distances, ça a 1500. Mais prenons une moyenne de 1000 francs seulement. Parce qu'il y a des distances où tu peux arriver à payer 2000 voire 2500 de course. Mais quand nous prenons 1000 francs CFA, prenons 1000 francs CFA pendant 26 jours, nous sommes autour de combien? Près de 26 000 francs déjà consommés dans les 50 400. Quand on associe le Non, loyer, mais là, évidemment, là, lorsque vous dites, lorsque vous dites 1000 francs CFA sur 26 jours, et il faut peut-être parler d'un aller-retour. Lorsque je prends un taxi, aller 1000 francs, retour 1000 francs, 26 jours, nous sommes presque à 50, plus de 50 000. C'est ça la vérité. 26 000, c'est juste l'aller. C'est ce que j'ai cru comprendre. Déjà, quand on prend 25 jours, nous sommes à 50 000, aller-retour. Et donc, on est autour de 52 000 pendant les 26 jours. Les 26 jours de travail, oui, ouvrés. On est à 52 000. Voilà. Voilà. Rien que le transport. Quand on parle d'aller-retour, vous venez de me le rappeler. Le retour m'avait même échappé. Mais quand on associe le retour, ça veut dire que nous sommes à 52 000 francs CFA. Et donc, nous sommes déjà au-delà du SMIC. Du SMIC actuel, bien entendu. Du SMIC actuel. Nous sommes déjà au-delà du SMIC actuel. Et alors, comment ce Congolais fait pour payer la maison? Comment il fait pour nourrir sa famille? Comment il fait pour soigner sa famille? Comment il fait pour vêtir sa famille? Nous allons passer à 70 400. Bon, là encore, il faut prendre ça avec des pincettes. Au départ, je vous ai dit que la parole du président de la République a perdu toute valeur. Il peut dire une chose aujourd'hui, mais cela ne se matérialisera pas. Ce que nous pouvons dire, Monsieur Christian Perrin, nos autorités ne se soucient pas de la population congolaise. En faisant la comparaison avec les salaires perçus par des ministres, prenons par exemple le Premier ministre, parce que rien n'est clair à leur niveau. Nous avons des informations qui disent qu'il perçoit 25 millions de francs CFA. Regardez dans les 25 millions de francs CFA qu'il perçoit, monsieur Lomo, en comparaison avec le SMIC. Combien de Congolais pouvaient-ils payer? Si nous prenons le SMIC de 50 400, nous pouvons payer environ 400 Congolais. Environ 400 Congolais. Si nous prenons le SMIC
de 70 400 qui risquera d'entrer en vigueur en 2025, nous allons payer environ 300 Congolais. Pour un seul salaire, nous allons payer autant de Congolais. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils font d'extra pour être richement payés? Si encore ils arrivaient à atteindre les objectifs qui leur sont fixés, notamment de sortir la population congolaise de cette précarité, de transformer le pays, en ce moment, le Congolais pouvait assez reculer face à ces salaires extravagants. Mais ils ne foutent absolument rien. Bien au contraire, ils creusent les caisses de l'État. Mais regardez encore la supercherie, M. Christian Perin. Saviez-vous que les salaires, depuis le président de la République jusqu'au ministre, député, ces salaires sont non imposables? Ils le perçoivent tous à la main. Donc, ils fraudent le fisc. Regardez pour un simple Congolais qui fait l'ouverture de son commerce. Le lendemain, tous les agents des impôts sont dans son bureau, sont dans sa boutique. Mais pour nos autorités qui ont des grands salaires, qui sont prises en compte à 100% par l'État congolais, donc ils sont aux frais généraux de l'État. Mais ceux-là ne payent pas les impôts, on ne prélève pas l'IRPP sur leur salaire. Et pouvions-nous dire que ce genre d'autorité se soucie de la population congolaise? C'est pourquoi nous, au Parti du Peuple, nous avons fait cette proposition-là. Nous souhaiterions que le SMIC soit réévalué, qu'il soit ramené à 150 000 francs. Bon, comme eux, ils aiment ajouter les 400, nous parlons de 150 400. Nous voudrions que le SMIC soit porté à 150 400. Et aussi, nous souhaiterions une nouvelle réforme, de telle sorte que les salaires des ministres, depuis le président de la République, que le salaire soit revu à la baisse, les salaires des ministres soient revus à la baisse. Nous proposons 25 millions comme salaire du président de la République, 5 millions comme salaire du Premier ministre, 4 500 000 comme salaire des ministres d'État, 3 millions comme salaire des simples ministres et 2 500 000 pour les ministres délégués. Et encore là, nous faisons une nouvelle proposition pour les députés. Nous ne voyons pas pourquoi ils sont payés à près de 6 millions de francs CFA. Là encore, s'ils se mettaient au travail, mais ils ne font pas le travail pour lequel nous les mandatons. Ils ne font pas le suivi de l'action gouvernementale. Ils ne votent pas les lois qui peuvent apporter la joie et le bonheur au peuple congolais. Pourquoi devraient-ils être payés à près de 6 millions? Nous proposons qu'ils soient payés en fonction des sessions. Qu'ils soient payés par session. En ce moment-là, cela se comprendrait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement ne prenne des mesures qui vont seulement à l'encontre de la population. On demande à la population de serrer la ceinture, mais eux-mêmes ne veulent pas serrer de ceinture. Ils ne veulent pas compatir avec le peuple. Compatir avec le peuple voudrait dire quoi? Que eux aussi devraient être même les premiers à faire la proposition sur le rabais de leur salaire. Or, ni le président de la République ne parle pas de son salaire qui devrait être revu à la baisse, ni les ministres ne parlent de leur salaire qui devrait être revu à la baisse. Alors, M. Christian Perin, nous, au Parti du Peuple, nous pouvons le dire en fonction des actes posés par le gouvernement et le président de la République, qu'ils ne travaillent pas pour le peuple congolais, ils travaillent seulement pour leur propre ventre et les intérêts du clan. Alors donc, vous êtes en train de dire, c'est des gens qui sont venus plutôt se servir que de servir les Congolais. Vous venez là d'évoquer quelques chiffres qui interrogent évidemment avec des propositions. Vous avez même été beaucoup gentil parce que lorsque vous parlez de 5 millions de salaires pour un Premier ministre, je veux rappeler ici le président chinois, Xi Jinping. Nous parlons quand même de la Chine, donc la deuxième puissance économique mondiale. Le président chinois gagne 1 million, l'équivalent d'1 300 000 francs CFA par mois. Ça, c'est son salaire. Les gens peuvent aller vérifier. Et savoir que le Premier ministre congolais gagne 25 millions, puisque c'est son salaire actuel, sans compter bien sûr les frais généraux. 25 millions, c'est sur ce même plateau que Clément Mirassa démontrait que 25 millions, c'était autour donc de 833 333 francs CFA par jour. Et donc par là, on peut comprendre que le Premier ministre congolais gagne en un jour, en un seul jour, ce que le président chinois gagne en un mois.
Vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi sont-ils aussi chèrement payés? Pour quel résultat? Le résultat, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, que vous avez peint, le tableau sombre d'ailleurs, de la précarité dans laquelle les Congolais vivent actuellement. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, pas de voiries urbaines, pas de voies voilà, dignes de nom, il faut le dire comme ça. Les réseaux routiers sont cabossés, délabrés, totalement délabrés. Et la santé, tout le monde sait ce que ça donne désormais au Congo-Brazzaville. L'éducation, pareil. Et quand j'ai dit éducation, ça nous emmène vers les étudiants congolais. Et dans ce discours, d'ailleurs, dont on faisait état tout à l'heure, de Denis Sassou Nguesso le 28 novembre dernier, il a fait état des bourses des étudiants. Et là, c'était le scandale. Tout le monde apprenait que près de 6 milliards de francs CFA étaient détournés, et probablement qu'on détourne encore jusqu'aujourd'hui, pourquoi pas. 6 milliards détournés chaque année sur, évidemment, les bourses des étudiants. Et nous avons suivi les étudiants dire que depuis 2018, ils ne perçoivent même plus leur bourse. Cédric Castelin-Balou, quel commentaire vous inspire cette information? Non, mais Christian Perin, c'est ce que je ne cesse de dire, que nous avons des dirigeants qui ne se soucient pas du peuple. Le président de la République, lui, il prête seulement attention aux opposants. Vous voyez, tout l'appareil sécuritaire du Congo est seulement orienté vers les opposants. On surveille de très près les opposants, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent mener comme action, alors que ce sont des actions légales. Reconnu par Mais la Constitution, oui. reconnues par la Constitution. Mais pour tout ce dispositif sécuritaire, le président de la République nous dira qu'il n'était pas informé de ce détournement, de ce réseau de détournement de fonds. Mais puisqu'il l'a révélé, ça Aujourd'hui, veut dire qu'il est informé depuis fort longtemps. et voilà. Il nous fait comprendre qu'il y a un excédent dans le paiement des bourses des étudiants de 6 milliards de francs CFA. Il y a un surplus de 6 milliards de francs CFA. Le paiement des étudiants ne devrait se limiter qu'à 3 milliards de francs CFA. Mais si c'est arrivé jusqu'à 9 milliards de francs CFA, c'est pour dire qu'il y a un surplus de 6 milliards de francs CFA, comment expliquer que les étudiants au niveau national et international ne soient pas payés, ne perçoivent pas leur bourse? Comment le justifier? Je ne trouverai pas de mots, parce que c'est peu croyable. On ne peut pas ne pas aimer son pays à ce point-là, même s'il faut s'enrichir, mais ce n'est pas à ce point. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. On fait la politique pour servir son peuple et transformer le quotidien de cette population-là. Mais nous avons comme l'impression que nos dirigeants sont là pour rendre la vie difficile à la population congolaise. Mais vous venez de parler seulement de la révélation du paiement des bourses des étudiants. Mais le président de la République a fait une autre révélation. C'est sur les forages. Sur les forages qui devaient être implantés dans plus de 2000 villages. Il s'agit là du projet Eau pour tous qui avait été lancé en 2013, où il fallait doter le Congo de 4000 forages avec un coût de 193 milliards de francs CFA. Mais que sont-ils devenus ces forages? Le président lui-même nous fait savoir que sur les 4000 forages, les 4000, ça, il a masqué, il n'a pas donné cette information. Il nous a simplement parlé de 2865 forages, parmi lesquels 2300 forages ont été vandalisés, causant ainsi une perte de 91 milliards de francs CFA. Alors, quelles sont les actions entreprises par le président de la République? Il sait que 6 milliards de francs CFA pour les bourses des étudiants ont été détournés. Ici, il le sait. 6 milliards, 6 milliards chaque année, hein, parce qu'on peut évaluer ça Oui, sur près de 10 ans, c'est beaucoup d'argent, plus de 60 milliards déjà. Là, nous prenons la période de 10 ans, bien entendu. Exactement. 6 milliards de francs CFA détournés chaque année pour le paiement des bourses des étudiants. Mais quelle action le président a-t-il lancée? Il l'a annoncé publiquement. Mais il faut qu'une enquête soit ouverte et que par la suite, une procédure judiciaire. Il faudrait que les responsabilités soient établies.
Mais vous allez voir, il l'a annoncé et ça va passer comme ça. Je tenais à rappeler, en ce qui concerne les forages, que sur les 4000 forages, 2865 forages ont été livrés sur les 4000, pour dire que l'entrepreneur qui avait construit ces forages doit l'État congolais encore 1135 forages. L'argent avait été débloqué. Évidemment, Mais pendant que vous le dites, l'argent avait été débloqué, c'est quand même 193 milliards de francs CFA depuis 2013. Et tout le monde le sait. L'argent avait été débloqué. Et il a aussi parlé, je crois, du lancement des travaux pour achever, évidemment, la construction des hôpitaux dès janvier 2025. Et là aussi, nous savons que 700 milliards avaient été décaissés. L'enveloppe de 700 milliards avait déjà été décaissée pour la construction, évidemment, de ces 12 hôpitaux. Or là, on a appris finalement qu'il faut encore un budget à partir de 2025 pour achever les travaux. Est-ce qu'on n'est pas là dans un aveu? Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse, d'échec total? J'allais parler de l'apologie du crime financier. Parce qu'on ne peut pas citer tous ces éléments, tous ces scandales, sans citer les noms des auteurs de ces scandales. C'est quand même le chef de l'État. Pour l'instant, c'est lui qui est là et qui connaît tout ce qui se passe. Pourquoi n'a-t-il pas cité les auteurs de ces actes criminels? Est-ce que lui-même n'est pas complice finalement? Mais, Monsieur Christian Perrin, vous savez comme moi que le président Denis Sassou Nguesso, c'est le parrain du système. C'est lui qui protège le système. Pour preuve, il n'a pas cité. Dernièrement, je vous ai dit que pour ces deux jeunes, je ne sais même pas s'ils sont mineurs, qui sont allés pour soutirer des câbles à l'aéroport, ils ont mobilisé la police, ils ont mobilisé la presse, on les a montrés à la télévision. Mais pour ceux-là qui sont en train de piller les ressources de l'État, qui sont en train de tirer le pays vers le bas, ceux-là, ils sont protégés, le président ne les dénonce pas. Ce que nous demandons, oui, justement, vous avez parlé des 700 milliards de francs CFA qui avaient été débloqués pour la construction de 12 hôpitaux généraux. Mais ce que vous avez omis peut-être de dire, c'est que sur les 12 hôpitaux, à peine 2 hôpitaux généraux ont été livrés à la population congolaise, notamment celui de Pointe-Noire, qui a même été achevé il n'y a pas très longtemps, et celui de Brazzaville. Et les La autres se société qui retrouvent encore devrait dans construire, l'herbe, voilà, inachevés, des éléphants blancs. exactement, et la société qui devrait construire ces hôpitaux, c'est Asperbras. Mais nous savons aussi que il y a un Libanais qui ne cesse d'emmerder le président de la République ou l'État congolais, où l'avion du président de la République avait même été saisi, le Falcon, je ne sais combien là. C'est parce qu'il y a une procédure judiciaire qui avait été lancée. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le Congo aussi peut lancer une procédure judiciaire contre la société Asperbras. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tout ce qui concerne le Congo, que l'argent investi lorsque c'est détourné ou lorsque des travaux ne sont pas réalisés, que cet argent parte en vain. Nous ne voulons plus de cette politique. La population congolaise ne veut plus de cette politique. Nous voulons que lorsque l'argent est débloqué, que ce pourquoi cet argent a été débloqué soit réalisé. Aujourd'hui, nous avons du mal à nous soigner ici au Congo. Nos hôpitaux manquent le matériel. Il n'y a pas de plateau technique adéquat. Mais que lorsque l'argent est débloqué, pour une mise à disposition du matériel, pour une mise à disposition des hôpitaux, nous voudrions que ces hôpitaux soient livrés. Et puisque cela n'a pas été livré, mais il faudrait bien qu'il y ait des poursuites. Il faudrait qu'il y ait des poursuites. Évidemment, s'il n'y a pas de poursuite, on parlerait donc de complicité de crime parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso est bien informé de tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il y a même un extrait où il disait, bon, voilà, c'est en lingala qu'il s'exprimait pour dire, je connais tous les voleurs. Voilà, je peux citer un tel autre, vous avez fait ci, vous avez pris ça, mais c'est parce que, bon, voilà, c'est parce que je suis le chef ou le responsable. Mais un vrai responsable, c'est celui qui montre l'exemple et qui peut dénoncer, qui a le courage de dénoncer, même ses proches, quand ils sont voilà, pris la main dans le sac. Alors, nous parlons donc des 6 milliards détournés chaque année.
sur la ligne budgétaire des bourses des étudiants. Et vous avez dit il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. On doit dénoncer en public parce que l'information a été donnée en public. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Il faut dénoncer ces personnes, ces criminels aussi, en public. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire, voilà, ça a été réglé, on les avait traduits en justice comme d'habitude pour tourner les Congolais en dérision. Alors, nous allons donc passer à notre volet. Cette fois-ci, ce sont les grèves dans la fonction publique, presque dans tous les secteurs, on le note. Transport, finance, éducation, santé, il y a des grèves partout. Et là, Denis Sassou Nguesso dit que ce sont des grèves anarchiques, une manière, j'allais dire, une façon de dénier ce droit de grève aux fonctionnaires qui ont, alors que c'est inscrit dans la constitution du Congo, ils ont le droit de réclamer leur dû, leur revendication sociale. Mais là, Denis Sassou Nguesso dit que c'est de l'anarchie. Là encore, une menace. Mais Monsieur Christian Perin, je venais de vous dire que les menaces ne passeront plus avec les Congolais. Dès lors que la grève est un droit reconnu par la Constitution de notre pays, on ne peut pas appeler cela comme de l'anarchie. Parler de l'anarchie serait peut-être être en faux avec lui-même, puisque c'est le président de la République qui nous avait présenté cette nouvelle Constitution que nous utilisons. Et le droit de grève est inscrit. N'avait-il pas pris connaissance de cette Constitution? Si oui, comment peut-il combattre sa propre Constitution aujourd'hui en qualifiant un acte constitutionnel d'anarchie? Ce n'est pas du tout normal. Monsieur Christian Perin, ces grévistes, ce sont des Congolais qui sont des pères de famille. Et lorsque nous regardons parmi les différentes structures en grève, il y a de ceux-là qui ont 96 mois de non-paiement de salaire. Il y a de ceux-là qui ont 40 mois de non-paiement de salaire. Et il y en a qui ont 38 mois de non-paiement de salaire. Mais ils ont même été très patients pour atteindre 96 mois. C'est pour dire qu'ils ont l'amour et la volonté de servir leur pays. Cela est encouragé. Ils ont nos encouragements. Mais aujourd'hui, nous les comprenons. Parce que pour certains, ils se sont retrouvés sans abri. Parce que mis dehors par les logeurs. Et la fois dernière, d'ailleurs, pendant que vous dites ça, Cédric Castellan-Balouvre, pendant que vous rappelez cela, il y a eu évidemment, et très curieusement, cela a vraiment choqué les Congolais de savoir qu'un médecin, un infirmier, un agent de l'hôpital, j'allais dire, du centre hospitalier de Brazzaville, le CHU, s'était retrouvé comme qui dirait, un domicile, c'est comme ça qu'on appelle ça, un sans-domicile. Voilà. Il s'est retrouvé dans la rue parce qu'il devait évidemment son logeur et qu'il ne pouvait pas faire face voilà, au loyer. Il s'est retrouvé dans la rue. Un fonctionnaire, un agent du CHU, jusqu'à ce niveau. Et on peut dire à ces agents, par exemple, à ces travailleurs, vos grèves, c'est de l'anarchie. On est dans quel système finalement? Ah oui, Monsieur Christian Perin, c'est comme nous venons de vous dire, c'est un manque de considération vis-à-vis de la population qu'on dirige. Cela nous avait fait mal au cœur lorsque nous avions vu ces images circuler sur la toile. Pourtant, c'est un monsieur qui sert son pays. C'est un monsieur qui a travaillé et qui mérite le salaire. Mais malheureusement, ils sont en face des dirigeants qui ne se soucient pas d'eux. Nous connaissons quand même le temps de vie du directeur général du CHU parce qu'il était allé faire une demande. Ça, c'est même pas une demande d'avance sur salaire. Il avait simplement demandé
qu'on lui avance quelque chose sur ce qui lui est dû pour aller faire face à la situation de son loyer. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas de dirigeants qui se soucient de ceux qu'ils dirigent, cette demande avait purement et simplement été rejetée. Et c'est ce qui a fait qu'ils se retrouvent dehors. Nous avons vu des foyers qui sont brisés à cause de cette situation. Mais aujourd'hui, quand on qualifie certains acteurs politiques de l'opposition de délinquants, parce que moi personnellement, parce que nous avons initié telle marche de revendication où on semble dire tout et rien sur nous, pour dire que nous menons des actes qui ne corroborent pas avec la Constitution. Mais comment on peut qualifier ceux-là qui sont en train de briser les foyers des Congolais? Ceux-là qui sont en train de tuer des Congolais, parce qu'il y a des Congolais qui sont en train de mourir simplement parce que l'hôpital général du CHU est en grève. Simplement parce que l'hôpital général du CHU n'a pas de plateau technique. Simplement parce que l'hôpital du CHU, dans sa pharmacie, n'a pas de médicaments. Monsieur Christian Perrin, je vais vous faire une révélation. Vous voyez la pharmacie du CHU. Ça, pas comme me l'a dit, parce que moi-même, je suis passé par là. Vous entrez dans la pharmacie du CHU, vous voyez que c'est une pharmacie bourrée de médicaments. Mais en réalité, ce sont les mêmes médicaments sous différentes appellations. Vous pouvez retrouver le paracétamol, vous pouvez retrouver le panadol, vous pouvez retrouver... Donc, ce sont les mêmes médicaments sous différentes appellations. Quand dans un hôpital comme le CHU, on arrive à manquer de l'adrénaline, vous trouvez que cela est normal? Et même des seringues, on parlait encore de l'adrénaline, il manque même de seringues, et nous avons suivi des reportages comme ça. Tout à l'heure, vous avez dit les opposants, particulièrement vous-même qualifiés de délinquants parce que vous enfreignez à la loi fondamentale, donc la Constitution, mais après, il faut qu'on se pose quand même la question si Denis Sassou Nguesso lui-même est conforme à la loi. Il est en même temps président de la République du Congo, président de fait, mais il est aussi président du Parti congolais du travail, et cela est prohibé par la loi, tout le monde le sait. Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré ses biens depuis qu'il est à la tête du Congo. Il enfreint à la loi. En fait, en réalité, à la tête du Congo, voilà, il y a un monsieur qui se dit c'est lui la loi. Et donc, lorsqu'on oppose la loi à d'autres citoyens, après on se demande si ces personnes sont sérieuses ou pas, mais bon, ils savent ce qu'ils font. On ne peut pas parler de la loi au Congo parce que finalement, depuis le sommet, la loi n'est pas à respecter, c'est la vérité, et ça, c'est vérifiable sur le terrain. Alors, tout à l'heure, vous parlez des inégalités. Parce que Monsieur Christian Perrin, avant d'arriver aux inégalités, oui, j'aimerais souligner un fait. Les marches ne sont pas anticonstitutionnelles, c'est constitutionnel. Nous respectons la loi. Nous écrivons même à ces différentes administrations avant de pouvoir entamer une marche. Mais malheureusement, on nous a toujours donné un refus. Et ça, tous les opposants le savent, parce qu'à chaque fois qu'ils tentent de demander même un espace pour tenir un meeting, cet espace est refusé. Et donc, comment face à ces refus, puisque nous voulons faire entendre notre voix, dans un pays doit coexister une majorité et une opposition. C'est la dualité. C'est ce qui fait l'équilibre du pouvoir. Et très curieusement, pardon, pendant que vous le dites, ce qui est bien curieux, c'est que les organismes ou les organisations affiliées au pouvoir ont toute la liberté d'organiser des marches, des meetings. On les voit là, même en salle, dehors, dans la rue, partout. Ils peuvent organiser des manifestations. Cela n'est jamais interdit. Seulement quand les opposants veulent organiser, évidemment, à leur tour, des activités, oui. Et là, on oppose la loi pour dire que c'est interdit. Mais en fait, ce qu'il faut dire ici, Cédric Castanin-Balou, le fait d'interdire une marche pacifique est contre la loi. En fait, on enfreint à la loi, c'est ça la vérité. C'est eux qui violent la loi en réalité en interdisant ces manifestations. Exactement. C'est pourquoi j'ai rappelé que la marche est constitutionnelle. L'article 25 de notre Constitution autorise les manifestations, les regroupements. Mais il y a un fait, notamment pour démontrer que même le Parti congolais du travail viole la loi.
Regardez la force montante congolaise, parce que hier, ils nous ont dit que nous étant une association, hier, quand je dis hier, quand nous étions encore le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, ils nous ont fait savoir que nous menons des actions politiques et étant association, nous ne pouvons plus les mener. Alors, que dire de la force montante congolaise? La force montante congolaise n'est pas le PCT. C'est une union catégorielle du Parti congolais du travail. Mais que voudrait dire union catégorielle? C'est simplement pour essayer de contourner. C'est pourquoi je dis qu'à chaque fois que nos autorités veulent nous embrouiller, ils utilisent des gros mots. Simplement pour essayer d'embrouiller les Congolais. Mais une union catégorielle, c'est une association. Que dire de l'OFC? L'OFC, l'Organisation des femmes du Congo, c'est une association affiliée au Parti congolais du travail. Mais ceux-là mènent des activités politiques. Mais ceux-là, on les a toujours donné des autorisations. Que dire de Pona Ekolo? C'est une association, mais qui mène des actions politiques. Alors donc, on peut bien pas comprendre venir qu'au dire... Congo-Brazzaville, évidemment, la loi est, j'allais dire, est utilisée ou appliquée à double standard, c'est-à-dire c'est une loi à plusieurs vitesses. Oui, Il y en a qui... oui, monsieur Christian Perrin. La loi est taillée sur mesure. Elle est faite par un homme qui s'est inscrit en roi. Et déjà que le président de... Non, il s'est inscrit en empereur, pas en loi, en roi. Déjà que nous avons vu comment le président Alassane Ouattara avait qualifié le président Denis Sassou Nguesso, l'empereur. Et il Donc pour lui, souriait, il c'est un était empereur content. et le Congo est un empire. Il était tout content d'entendre ça, il souriait, il était vraiment... Voilà, alors revenons donc sur les inégalités que vous avez tout à l'heure fait état. On parlait donc des ministres qui gagnent gros, mais vraiment gros au Congo-Brazzaville, qui sont venus se servir, qui sont venus, et c'est le mot à utiliser, piller les ressources du Congo. On ne peut pas gagner 15 millions, 11 millions, 20 millions, d'autres gagnent 30 millions. Hein, le secrétaire du Parti congolais du travail gagne 30 millions. Il y a un premier ministre qui gagne 25 millions, que dans le même temps, il y a des Congolais à qui on peut payer 50 000 francs CFA et qui va passer soi-disant à 70 400 francs CFA en 2025. C'est vraiment là un écart, mais scandaleux. Et ça montre, ça dénote même des injustices sociales. Est-ce que c'est ce qui peut finalement expliquer que ces gouvernants soient finalement insensibles à la souffrance de la population? Parce qu'ils sont tellement gavés qu'ils ont tout, ils ont trop d'argent, qu'ils ont l'impression que tous les Congolais vivent comme ça. Oui, mais ça ne peut que s'expliquer comme ça. Parce que nous avons comme l'impression que lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils oublient toute la souffrance de la population congolaise. Ils oublient que le peuple a du mal à se nourrir. Ils oublient que le peuple a du mal à se vêtir parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des Congolais, 80%, disons même 90% des Congolais, se vêtissent à base des habits qu'on appelle massola, des friperies. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir entrer dans une boutique et de s'acheter un habit neuf. Et tout ça, une fois qu'ils arrivent aux affaires, ils oublient cela. Mais nous pensons, M. Christian Perrin, que les dirigeants doivent avant tout penser aux populations qu'ils gouvernent. Ils le vendent souvent en Europe, ils le vendent en France. Ils sont fiers de faire des selfies avec X ou Y. Vous avez vu dernièrement le président Sassou Nguesso, on ne l'a jamais vu même sourire comme ça. Lorsqu'il salue le président Donald Trump, c'est comme s'il avait vu un dieu avec un sourire d'un enfant qui est face à On une dirait que divinité. c'est son premier sourire dans les 40 ans d'exercice du pouvoir. Et On l'a jamais vu comme ça. franchement, même moi, personnellement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans la tête du président Denis Sassou Nguesso? Et vous avez vu Donald Trump serein, sans sourire, saluer le président Denis Sassou Nguesso. Mais quant au président Denis Sassou Nguesso, bon, mais nous comprenons que le président Denis Sassou Nguesso est beaucoup plus dans les honneurs plutôt que de servir son peuple. Pour preuve, jusqu'à aujourd'hui, les 14 000 milliards de francs CFA qui devraient servir aux générations futures, ils n'arrivent pas à nous dire où sont partis ces fonds. Mais M. Christian Perrin, depuis un moment, nous, au niveau du pape, nous nous sommes mis à regarder un peu
les modèles économiques de différents pays. Parce que on se demande quand même pourquoi est-ce que nos dirigeants n'arrivent pas à développer notre pays. Et du coup, nous sommes en train de regarder différents modèles qui vont constituer un modèle qui sera inscrit dans le projet de société du pape. Nous nous sommes intéressés à un pays comme la Norvège. Monsieur Christian Perrin, la Norvège a ce qu'on appelle un fonds souverain. Et ce fonds souverain s'élève à 1510 milliards de francs, non, 1510 milliards d'euros. Nous nous sommes mis à convertir ces 1510 milliards d'euros en francs CFA. Vous voyez, en comparaison avec nos petits 14 000 milliards de francs CFA qui ont disparu, à côté, il y a la Norvège qui a 989 050 milliards de francs CFA mis de côté pour les générations futures. Mais je vous rappelle une chose, monsieur Christian Perrin. La Norvège dont je parle a à peu près les mêmes ressources que le Congo. Nous avons du pétrole, ils ont du pétrole. Nous avons les minerais, ils ont des minerais. Nous avons le bois, ils ont le bois. Mais regardez ce qu'ils ont constitué parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment la population. Et d'ailleurs, en Norvège, pendant que vous le dites, hein, les ministres gagnent presque leur salaire de fonctionnaire. Ils ne gagnent pas les salaires de ministres, ce qui est curieux. Et voilà pourquoi je disais au Congo, il y a un souci. Parce que celui qui était enseignant, quelque part, il était soit médecin, il était sportif, il était, que dire, disons soldat. Une fois qu'il est ministre, ben son salaire galope exponentiellement. Si d'habitude il touchait 200 ou 300 000 francs en tant que fonctionnaire de l'État, il devient ministre, ben le voilà qui commence à gagner 15 millions, mon Dieu. Mais on est où là? On est dans quel pays? On est donc, c'est le pillage, c'est un pillage, c'est une corruption. Évidemment, on a corrompu tout le monde. Et tout à l'heure, vous parlez des Congolais qui se ravitaillent dans les friperies, évidemment, faute de moyens financiers. Mais il y a plus grave parce que, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais j'étais encore sur place, je voyais les mamans, les mères de famille qui attendaient 15h, 16h, 17h par là avant d'aller au marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ces heures-là, il y a ce qu'ils appellent les invendus. Ça peut être des poissons, voilà, toutes sortes voilà, j'allais dire, d'aliments. Donc, il fallait aller au marché autour de 18h, 19h, pour prétendre avoir quelque chose à mettre sous la dent pour la famille. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, les commerçants se disent, ben, écoutez, il est tard, si je ne solde pas mes produits, par exemple, ben, ça va périr. Et donc, les mamans attendaient ces heures-là pour aller faire le marché et prétendre avoir, voilà. Mais souvent, c'est des produits presque, j'allais dire, impropres à la consommation. Des produits qui se sont dégelés, par exemple, du poulet surgelé, vous avez de la viande et tous ces produits-là qui, en fait, ont perdu leur qualité nutritionnelle. Et c'est ce que les mamans vont acheter à petits coups pour au moins trouver de quoi mettre sous la dent. Voilà dans quelle situation les Congolais sont aujourd'hui. Et certainement que ça s'est empiré. Je parie que ça s'est empiré. Parce que ça, moi, je le vis sur le terrain, je suis encore sur place. Et donc, il y a un peu ces injustices au Congo, et voilà pourquoi je parlais d'une société à double vitesse. Alors, que faut-il? Que faut-il faire, Cédric Castellambalou? Que faut-il faire, soit pour inverser la tendance, soit pour corriger la donne? Parce que les Congolais, c'est devenu, ben voilà, ils sont traités comme des esclaves, la vérité, c'est ça. Les Congolais doivent prendre conscience et nous pensons qu'avec tous les discours que nous sommes en train de faire, ces discours d'éveil, on finit par toucher la sensibilité des Congolais. Parce que, comme nous vous l'avons dit, lorsque le gouvernement veut masquer une information à la population, ils le disent avec le gros français. Et donc, nous avons commencé avec des discours d'éveil afin que les Congolais puissent comprendre véritablement ce qui se passe dans notre pays. Mais pour tous ces autres jeunes qui aujourd'hui sont pris en otage, pourtant ils le savent, n'ayant pas d'emploi.
n'ayons pas de situation, mais continuent à faire l'apologie de ces acteurs politiques qui sont en train de voler leur avenir. Ils oublient aujourd'hui, ils sont jeunes. Demain, la vie va les rattraper. Pendant qu'ils sont en train de servir de tremplin à ces dirigeants sont en train de positionner leurs enfants. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un réveil de la part de cette jeunesse. La jeunesse doit prendre conscience et prendre une position comme nous avons déjà pris position. Ce que nous devrions faire pour que le Congo puisse amorcer le développement. Mais là encore, on a omis de dire quelque chose, M. Christian-Perin. Nous allons vers 2025, où le Congo devrait normalement être un pays émergent. Mais quelle est la situation aujourd'hui du Congo? Nous n'avons pas de route. Si c'est ça l'émergence, nous, au pape, nous disons non. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Si c'est ça l'émergence, nous, au pape, nous disons non. Nous n'avons pas d'entreprise. Nous n'avons pas d'opérateurs économiques congolais, des vrais qui sont financés, qui bénéficient des marchés du Congo. Nous n'avons pas. Si c'est ça l'émergence, nous disons non. Nous avons un pays surendetté. Si c'est ça l'émergence, nous disons non. Parce qu'il faut rappeler une chose, quand je parle d'un pays surendetté, il faut le rappeler. Aujourd'hui, même si, généralement, je vois sur certains médias où on annonce le prix du baril du pétrole qui a atteint 90, 85 dollars, et j'en passe. Mais est-ce que, lorsqu'il y a une augmentation du prix du baril du pétrole, cela profite aux Congolais? Moi, je dis Oui, non. Pourquoi je le dis? la redistribution des richesses nationales, en fait, ça n'existe pas au Hormis Congolais, ça, ça n'a M. jamais Christian profité. Perin, hormis ça, M. Christian Perin, la plupart des puits pétroliers ont été gagés sur plusieurs années. Donc, qu'il y ait changement du prix du baril de pétrole, cela ne nous profiterait plus, puisqu'on a déjà, quand je parle de gager, pour que les Congolais comprennent, déjà, teki ba maboulou à pétrole ango, pour n'abaner belé. Donc, montant, il y a vente, il y a pétrole, échanger, il y a bisson à kati, toile sur le côté. Voilà, M. Christian Perin, il fallait que je Mais le dise pendant en que vous lingala. dites ça, il y a une idée, une dernière idée, hein, une inspiration comme ça. Ça me pousse à regarder finalement ce qu'ils appellent aujourd'hui par le réchelonnement de la dette. Parce que lorsque vous dites que le pétrole, ou disons pas seulement le pétrole, hein, la plupart des ressources naturelles du Congo ont été gagées, le pétrole, le bois, parfois aussi les minerais, je pense, alors que dans le même temps, il faut négocier les réchelonnements de la dette. Le réchelonnement d'une dette n'est pas synonyme de baisser en fait le taux de la dette ou le volume de la dette. Ça veut dire quoi? Même les générations futures, donc les enfants qui vont naître dans 10 ans, 20 ans, viendront trouver ces dettes. Et pour payer ces dettes, ils auront des sérieux problèmes parce que les ressources qui devaient leur permettre de rembourser ces dettes ont été aussi gagées. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà dans quelle situation se retrouve le Congo. On a sacrifié même les générations futures. En sus d'avoir volé les 14 000 milliards, on sacrifie ces générations qui vont arriver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, puisque le pétrole et les autres ressources sont déjà gagées, ils n'auront plus accès à ces ressources. Après, on se pose la question de savoir comment vont-ils faire pour payer ces dettes, pour rembourser ces dettes. Parce que ceux qui sont là maintenant, là, ils sont partants là, ils vont partir. Donc, en réalité, ils sont en train de faire d'appliquer ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils sont en train de tout gâcher, de tout détruire et s'en aller pour que ceux qui viendront après eux se retrouvent dans des situations difficiles. Oui, M. Christian Perin, mais il faut le dire assez clairement. Le rééchelonnement, ça c'est le gros français, c'est ce qui embrouille souvent le cerveau des Congolais et fait en sorte que les Congolais ne comprennent pas. Le rééchelonnement de la dette, c'est simplement repousser l'échéance de paiement. Si on devait achever le paiement de la dette en 2000, par exemple, 28, eux, ils négocient de repousser le paiement de la dette juste, par exemple, en 2040. C'est ça le rééchelonnement. Et donc, c'est une mauvaise façon de faire, c'est une mauvaise foi. Ils veulent partager une dette qu'eux-mêmes ont contractée avec les générations futures. Et ça, ce n'est pas le développement durable.
Parce que quand on parle du développement durable, parce que nous, au niveau du PAP, les projets que nous présentons, nous sommes basés sur le développement durable. Le développement durable voudrait simplement dire quoi? Mais c'est prendre en compte les besoins présents sans pourtant compromettre l'aptitude des générations futures à pouvoir se prendre en charge. Or là, nous sommes en train de priver les générations futures de leurs moyens d'existence. Une dette que nos autorités ont contractée maintenant, même pour les enfants qui ne sont pas encore nés, cette dette va les concerner. Ça, c'est une mauvaise façon de faire. Ça, c'est ne pas aimer son pays. C'est criminel, la vérité sur ça, il faut le dire. Plutôt que de traquer, M. Christian Perrin, plutôt que de traquer les Congolais ou les opposants et les qualifier et les arrêter pour atteinte à la sûreté de l'État, mais l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est ça là. Lorsqu'on met les Congolais dans une position où ils ne sont plus en paix. Le président Denis Sassou Nguesso parle tout le temps de la paix. Il s'inscrit en père de la paix. Mais de quelle paix lui il parle? Parce que déjà, la paix due au silence des armes, ça c'est prohibé, on n'en parle même plus. Nous savons ceux-là qui plongent nos différents pays dans la guerre, notre pays dans la guerre, nous les connaissons. Et lui, il n'est pas hors de ces belligérants-là. Mais, M. Christian Perrin, est-ce que les grandes puissances qui gouvernent le monde n'ont-elles pas connu de guerre? Mais quand on parle de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, et quand on voit la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, la première a fait 4 ans et la deuxième a fait 6 ans, avec des millions et des millions de morts. Mais est-ce que, là je repars encore dans les menaces parce que cette affaire de menaces ne passe pas avec les Congolais. Est-ce que les dirigeants occidentaux des grandes puissances, lorsque leur peuple est mécontent et qu'ils demandent des réformes ou ils demandent le départ d'un dirigeant, est-ce que pour se prémunir, ces dirigeants leur présentent les guerres pour dire que si vous ne me garantissez pas, si vous ne me préservez pas à ce poste, nous allons replonger dans la guerre, nous allons reconnaître ceci ou cela. Non, ces dirigeants ne le font pas. C'est le passé, c'est passé. Nous faisons tout pour éviter cela. Et donc, nos dirigeants ne s'inscrivent pas dans le bien-être de la population. La paix dont nous, les jeunes, nous interrogeons le président Denis Sassou Nguesso, c'est la paix sociale. Nous voudrions que les jeunes aient de l'emploi. Nous voudrions que les jeunes aient la possibilité, et pas seulement les jeunes, mais toute la population dans son entièreté, ait la possibilité de se soigner. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir, que devrions-nous faire? Eh bien, c'est très simple, et c'est ce que nous allons faire en 2026, c'est que le président, ça c'est la recommandation que nous, au PAP, nous faisons au président Denis Sassou Nguesso. S'il lui reste ne fût-ce qu'un brin d'honneur, qui ne se représente pas en 2026. Parce qu'il a lamentablement échoué sur tous les plans. Le peuple congolais lui a donné la possibilité de transformer ce pays. Il a gouverné pendant 41 ans. Mais il n'a pas saisi cette opportunité pour entrer dans l'histoire et transformer qualitativement le pays. Bien au contraire, il a détruit le pays. Combien d'ajustements structurels nous avons connus sous le règne de Denis Sassou Nguesso? Tout ça, c'est ruiner le pays. Ce que nous retenons du président Denis Sassou Nguesso, c'est l'institutionnalisation de l'incompétence, de détournement de fonds. Il le reconnaît, mais il n'agit pas. Il cite, le ver est dans le fruit, il faut détruire le ver, tout en sachant que le plus gros ver, c'est lui-même. Mais quelle mesure lui-même il fait pour être du côté du peuple? Ce qu'il aurait fait pour compatir avec le peuple, c'est d'abord de demander le pardon. Nous avons vu Joe Biden, l'un des hommes les plus puissants de ce monde, se mettre à genoux devant sa population. Ça, c'est Joe Biden. Vous avez vu la joie qu'a eu le président Denis Sassou Nguesso en saluant le président de l'une des plus grandes puissances, la première puissance du monde. Mais cette première puissance, celui qui incarne la première puissance du monde, se met à genoux devant son peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas le président de la République. Le pouvoir appartient au peuple. Et donc, nous, aujourd'hui, étant conscients de ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, la souffrance, ce n'est pas que dans le Kouilou. La souffrance, ce n'est pas seulement dans la Bouenza, le Niari, la Lekumu, le Poul ou Brazzaville. Mais la souffrance aussi est en train d'être connue dans la Likwala, la Songa, la cuvette ouest, les plateaux.
tous les départements du Congo sont en train de connaître la souffrance. Et donc, de façon unanime, nous avons pensé que le président Denis Sassou Nguesso en 2026 doit partir. Nous allons l'accompagner. C'est pourquoi j'ai dit que s'il lui reste un peu d'honneur qu'en 2026, qu'il ne se repositionne pas. Nous allons l'accompagner, nous, la population, nous allons l'accompagner avec tous les honneurs qui lui sont dus pour sa sortie par la grande porte. Nous allons l'accompagner jusqu'à Oyo où il ira profiter de sa retraite. Tous les avantages qui sont dus à un ancien chef d'État lui seront garantis parce que nous aurons toujours besoin de lui, qu'on le veuille ou pas. Il a établi un grand carnet d'adresses au niveau international qu'il va falloir qu'il mette à la disposition du Congo et des nouvelles autorités qui prendront la gouvernance de notre pays. Donc voilà, c'est le conseil que le pape donne au président de la République. Évidemment, c'est le conseil que le pape donne donc à Denis Sassou Nguesso, à lui bien sûr de saisir cette opportunité. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas donc œuvrer pour laisser les générations futures dans des situations difficiles, j'allais dire chaotiques, de crise permanente. Et voilà, on a parlé donc de l'émergence d'ici à l'an 2025. L'an 2025, c'est dans quelques jours. Malheureusement, là encore, on peut dire oui, mais bon, c'était difficile. Mais le Congo a eu assez d'argent, assez de ressources pour devenir un petit Qatar. Et ça, on peut le dire, c'est sur ce plateau qu'on nous a révélé que de 2000 à 2021, le Congo a engrangé plus de 133 000 milliards. C'était suffisant pour faire du Congo un petit Qatar. Mais tout cet argent a été dilapidé. On n'est même pas parvenu à donner aux Congolais ce qu'on avait longtemps promis, l'autosuffisance alimentaire. C'est curieux, non? On nous a parlé de Safou, de Kwanga, surtout Kwanga, tout le monde se rappelle. Et curieusement, depuis là, au Congo-Brazzaville, même le manioc, c'est très difficile à avoir. Et il coûte excessivement cher. On nous a dit sur ce plateau, le manioc, que la famille pouvait évidemment se suffire, c'est autour de 8 000 francs CFA. Un manioc. J'imagine si vous achetez un manioc par jour, avec ce qu'on annonce, les SMIC, soi-disant, 70 400 francs CFA. Bref, nous sommes à la fin de cette émission. Merci Cédric Castelin-Balou. Je vais vous laisser quelques secondes qui nous restent pour évidemment conclure. Et par la même occasion, bien sûr, vous nous direz comment est-ce que vous vous êtes retrouvé finalement au pape, parce que les gens vous ont connu beaucoup plus au collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Ah oui, merci beaucoup, Monsieur Christian Perin. Mais avant que nous arrivions à ce changement que la population congolaise se trouvant au niveau national comme au niveau de la diaspora, avant que nous ne donnions cette explication, je vais quand même souligner un fait que les Congolais doivent prendre en compte. Monsieur Christian Perin, vous allez constater qu'à chaque fois que nous nous rapprochons d'une élection incertaine pour le président Denis Sassou Nguesso, toutes les caisses sont vides. Regardez ce qui s'est passé en 2015. Un référendum incertain, c'est là où les 14 000 milliards de francs CFA avaient disparu. Ils ont pillé les caisses de l'État, de telle sorte que s'il y avait un changement de régime, que ceux-là qui reviendraient soient dans des difficultés incommensurables. Il y a même une mauvaise intention. Voilà. Oublions que ces difficultés, c'est le peuple congolais qui va endurer ces souffrances. Et là, c'est le même schéma qui se reproduit. Nous allons vers 2026. Le président Denis Sassou Nguesso n'a aucun argument de campagne. Il n'a rien à présenter à la population congolaise parce qu'il a lamentablement échoué sur tous les plans. Voici que nous nous retrouvons dans une simulation de crise où les caisses sont volontairement pillées. Ça, ce n'est pas digne d'un grand dirigeant comme en semble présenter le président Denis Sassou Nguesso. Nous demandons au peuple congolais d'ouvrir les yeux, le peuple congolais dans les 12 départements, y compris ceux de la diaspora. Parce que nous, au pape, nous n'avons jamais considéré la diaspora congolaise comme étant une menace pour nous. Bien au contraire, ils sont congolais. C'est pourquoi, dans notre projet de société, nous avons même présenté, que nous aurons l'occasion de présenter à la population congolaise, la diaspora congolaise est considérée comme le 13e département. Parce que pour nous, la diaspora congolaise est une ressource. Ils sont allés, ils ont appris,
ils sont dans des institutions internationales. Nous souhaiterions qu'à échéance, lorsqu'il y aura un changement de régime, qu'ils reviennent au pays afin qu'ils puissent contribuer au développement de notre pays. Parce que pour nous, le développement de notre pays ne peut se faire qu'avec les Congolais, pas sans les Congolais. Nous arrivons à l'explication du changement. Oui, vous êtes parti du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, désormais au parti du peuple. Et là, vous incarnez d'ailleurs la présidence de la Commission nationale préparatoire du Congrès du peuple. Comment cela peut s'expliquer? Oui, c'est à cause des entraves que nous avions eu à subir. Nous, on voulait rester association. On n'a pas voulu prendre une position, être à gauche ou à droite ou au centre. Nous, on a voulu rester association pour faire des propositions pour aider nos dirigeants à créer des conditions de développement. Pour nous, peu importe le président qui devrait être là, tellement que nous avons beaucoup de projets, nous devrions mettre à la disposition de ces gouvernants les projets. C'est pourquoi nous avons voulu rester une association. Mais malheureusement, avec les actions que nous avions eu à mener, on a cessé de nous rappeler qu'une association n'avait pas le droit de mener des actions politiques. Mais à un moment donné, il y a une certaine confusion. Qu'est-ce qu'ils appellent par action politique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que toutes les actions que peut mener une association en tant que telle sont incluses dans un département mené par la politique. Quand je parle de mener, je veux parler d'un ministère. Parce que quand on parle des emplois, mais il y a un ministre en charge des emplois. Quand on parle des entreprises, il y a un ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Il y a un autre ministre en charge de l'industrie. Donc, peu importe ce que nous pourrons faire, nous allons toujours nous retrouver sur un terrain politique. Alors là, il y a quand même une certaine confusion et nous demandons à nos dirigeants de pouvoir repréciser et redéfinir un peu cela afin que nous comprenions mieux. Mais pour éviter qu'on puisse faire obstacle aux actions que nous voudrions mener, il a fallu que nous puissions regarder autour de nous un parti de l'opposition. Parce que nous avons compris une chose, que si nous voudrions que nos projets soient mis en application, parce que nos projets vont apporter le changement dans ce pays, nous avons pensé que pour y arriver, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions mettre en application ces projets ou trouver un partenaire qui acceptera de faire chemin avec nous, qui va se présenter à l'élection présidentielle, à qui nous allons mettre... Vous êtes en train de dire un parti compatible, c'est ça, avec votre programme, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, je vais y arriver. Un parti qui pourra porter ce projet. Et donc, il fallait regarder. Pour conquérir le pouvoir, il faut aller à l'opposition. Parce que si vous vous alignez à la majorité, déjà, leur politique de gestion du pays ne nous convainc pas. Il a fallu que nous puissions nous aligner à l'opposition. Mais quelle opposition? Parce qu'il y a opposition et opposition aussi au pays. Et donc, il fallait trouver une vraie opposition, mais une opposition qui a une vision similaire à la nôtre. Et nous n'avons vu que le Parti du peuple dirigé par le président Anyangoy, Jean-Pierre Anyangoy. Et nous nous sommes mis ensemble, nous avons discuté, nous sommes tombés d'accord et voilà comment nous nous sommes retrouvés dans le Parti du peuple. Nous irons au congrès en février 2025. Un congrès où nous allons revoir les instances de notre parti et à partir de là, nous allons nous préparer pour pouvoir affronter 2026. Mais pour l'heure, nous avons lancé déjà une campagne d'adhésion au pape et je peux vous dire avec beaucoup de joie que beaucoup de Congolais sont en train de nous rejoindre de tous bords, au niveau des 12 départements, au niveau de la diaspora et nous sommes heureux de constater que les Congolais ont compris et les Congolais souhaitent les changements. Les Congolais devraient comprendre ceci, M. Christian Perin, pour terminer. Comme je l'ai dit tantôt, la souffrance ne se repose pas seulement dans les départements qui sont un peu plus bas, parce que nous, au pape, on n'aime pas trop parler du nord, du sud. Bon, c'est vrai que dans tout pays, il existe une partie nord et une partie sud, mais pour nous, ce sont des Congolais. La souffrance touche les 12 départements du Congo. Inutile que les Congolais restent encore renfermés dans cette manipulation politicienne qui dit que si tel Congolais arrivait à prendre le pouvoir, telle partie du pays
va connaître la souffrance. Non, c'est un gros mensonge, c'est une manipulation, c'est une façon de vous faire accepter la souffrance. Nous, au pape, nous vous disons ceci. Peu importe le dirigeant qui prendra le pays, il va travailler avant tout pour les Congolais. Mais le dirigeant actuel, qui est le président Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il est en train de servir seulement une partie du pays et laisser une autre? Si cela était le cas, il y a une partie du pays qui allait se développer et une autre partie devrait rester dans la précarité. Mais nous constatons avec beaucoup d'amertume que c'est tous les départements qui sont plongés dans la grande souffrance. Les départements du Nord connaissent encore même beaucoup plus de souffrance que ceux de la partie Sud parce que ceux de la partie Sud sont assez nantis depuis la colonisation et autres. Il y avait quand même un certain lotissement qui s'était fait. Donc, il est temps que nous puissions sortir de cette façon de voir, de cette politique basée sur le régionalisme. Nous devons parler Congo. Nous devions penser Congo. Et nous devions travailler ensemble, main dans la main, pour que le Congo puisse aller de l'avant. Nous devrions penser à mettre le Congolais en avant. Aujourd'hui, nous sommes dominés par les étrangers. Nous ne comprenons pas pourquoi le président Sassou Nguesso met toujours les étrangers en avant dans notre pays, pourquoi les étrangers sont toujours valorisés dans notre pays. Mais nous, nous voudrions un changement. Cédric Castellar-Valou, la stratégie, elle est connue de tout le monde. Il faut utiliser les étrangers pour échapper au contrôle des Congolais. Une manière de faire de sorte que les Congolais ne se rendent pas compte de ce qui se fait, de toute la mafia, de tout le vol. Voilà pourquoi on utilise les étrangers, parce que les étrangers, en fait, c'est des étrangers, ils n'ont rien à voir avec le Congo. On va leur dire de faire ci, ils feront, faites ça, ils feront, mais à un Congolais, à un moment donné, il y aura un sursaut patriotique pour dire, attendez, mais je vois, il y a une évasion fiscale, financière, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on peut pas utiliser les Congolais, surtout, euh, même au niveau des régies financières ou tout ce qui est ressources naturelles qui produit de l'argent au Congo. Vous verrez bien qu'autour, c'est des étrangers. Allez-y, le vérifier, vous verrez. Ce que je vous dis est réel. Nous avons envoyé des gens qui ont essayé d'observer, évidemment, quand vous arrivez, par exemple, au ministère des hydrocarbures, allez à la CNPC, vous verrez ce qui se passe. Toutes ces grandes entreprises qui captent de l'argent pour le Congo, vous verrez qu'il y a des étrangers autour. Et même lorsqu'on veut aller négocier les financements à l'extérieur, vous savez qu'on utilise des étrangers? Tout ça, c'est fait, Effectivement. une stratégie pour éloigner les Congolais de tout ce qui se fait, de toute la mafia qui est organisée autour de... Voilà. Bref, en tout cas, C'est pourquoi le temps est arrivé à nous, la au fin. Parti Vous du avez Peuple, quelques secondes seulement et on termine. oui, j'ai déjà tout dit et c'est pourquoi nous, au Parti du Peuple, nous disons que le développement du Congo va se faire avec les Congolais. Nous allons mettre en avant les Congolais et non les étrangers. Le Congo, c'est pour les Congolais, pas pour les étrangers. Nous n'allons pas rejeter les étrangers parce que les étrangers constituent une ressource pour nous qui est mal exploitée avec le régime du président Denis Sassou Nguesso. Mais regardez les cartes de résidents qui pouvaient être un véritable apport au niveau des mairies, mais ça échappe à nos autorités simplement parce qu'ils complotent avec ces étrangers. C'est une réalité parce que l'étranger peut s'attraper facilement un passeport au Congo-Brazzaville qu'un Congolais lui-même. Ça aussi, c'est une réalité. On ne va pas nous dire le contraire. Bon, malheureusement, cela, nous n'avons pas dit non plus, et il faut qu'on soit clair là-dessus, il faut que les gens comprennent. Nous n'avons pas dit qu'on ne veut pas des étrangers au Congo. Le Congo, c'est le pays qui reçoit tout le monde, mais vraiment tout le monde. Les étrangers doivent se conformer aux lois, simplement, éviter d'entrer dans ces petits groupes de mafia, voilà, pour encourager des antivaleurs, des crimes économiques, parce que on a constaté que la plupart des crimes, surtout financiers, économiques, ce régime passe par des étrangers. Et ça, on peut le démontrer. Mais les Congolais aiment les étrangers. C'est un pays, voilà, j'allais dire, c'est une... Oui, monsieur Christian Perrin, Oui. nous aimons les étrangers, mais le pape fait des propositions. Dans tous les pays du monde, il y a une politique sur l'immigration. On ne peut pas entrer dans un pays comme on le veut. Nous, pour aller en France, on a besoin de visa et quand vous arrivez, lorsque vous voulez Vous vous conformez établir à la pour loi, longtemps, naturellement, il faut naturellement. vous conformer à la loi. C'est ce que nous demanderons aux étrangers. Pour ceux qui veulent s'établir au Congo, il faudrait qu'ils soient
détenteurs d'un titre de séjour conforme. C'est tout ce que nous demanderons aux étrangers. Mais nous n'allons pas chasser les étrangers parce que un pays ne peut pas aussi aller de l'avant sans pourtant qu'il y ait des étrangers. Dans tous les pays du monde, il y a des étrangers. On a besoin de l'expérience de tout le monde pour avancer. Merci Cédric Castelin-Balou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président donc de la Commission nationale préparatoire du Congrès du Parti du Peuple, le PAP. Grand merci d'avoir disposé tout ce temps et probablement à très bientôt pour d'autres questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, des petits gestes que vous connaissez déjà. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Cédric Castelin-Balou. Quand j'ai dit ça, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.